Eh, pas si pire. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud qui reviendra sur Exit 8 de Genki Kawamura. Si vous avez traîné sur internet ces temps-ci, vous devez connaître le jeu. À l'origine, Exit 8 est un petit jeu indépendant et ça a été une sacrée surprise de voir, aussitôt après la sortie du jeu, une adaptation live. Faut dire, le jeu a fait pas mal de buzz sur Twitch et sur YouTube, et pas mal de vos youtubeurs préférés y ont fait une partie. Pour résumer rapidement l'histoire, c'est un mec, il est piégé dans le métro, il tourne en rond, et il cherche la sortie. Pour le coup, la grosse complexité, c'est que le jeu de base n'a pas vraiment de scénario. On marche, on cherche les anomalies, et on avance. Donc là, du coup, on a littéralement une page blanche pour écrire un semblant de scénario, et en vrai, ça va, ils se sont bien démerdés. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que du fait qu'on n'ait littéralement aucune histoire à adapter, on se permet d'essayer d'inventer des trucs sur tous les éléments qu'on a à disposition. On peut se permettre un peu tout ce qu'on veut, et essayer de créer du mystère et des pivots dramatiques sur les éléments qu'on a à disposition. Pour parler de la réalisation, pour commencer, beaucoup des séquences de films sont en plan séquence, ce qui fait qu'on ne coupe pas. Ce qui est hyper intéressant pour se rendre compte de la taille des décors, et pour donner cette impression, comme au personnage, d'être perdu, d'être piégé, de tourner en rond. Je considère que vous connaissez déjà le principe du jeu. On va chercher des anomalies et essayer d'avancer pour trouver la sortie. Et ce qui me plaît pas mal, c'est que le film assume totalement ses origines vidéoludiques. Toute l'introduction est filmée en un long plan séquence extrêmement sympathique, à la première personne, donc exactement le même plan que vous connaissez de jeux vidéo, principalement de FPS. Durandal, un youtubeur cinéphile que j'apprécie énormément, disait « On sait qu'un réalisateur travaille son esthétique s'il utilise une demi-bonnette. » Mon truc à moi, un effet que j'aime beaucoup, principe de filmer des reflets, sans voir la caméra. Certains pourront dire que le rythme est assez compliqué, avec beaucoup de longueur et de moments assez longs pour rien. Je l'ai pas ressenti tel quel, pour moi ça passe assez bien, ça te rajoute une atmosphère assez pesante sur le côté pression, avec le dilemme du personnage principal, parce qu'en plus de sortir de ça, il a un dilemme personnel, pour lui rajouter de la personnalité, pour nous aider un peu plus à s'attacher à lui. On lui donne un dilemme personnel et un arc narratif. Ce qui m'aide aussi à apprécier le film, c'est que, exactement comme le jeu vidéo et comme le personnage principal, le film est extrêmement ludique. Le but du personnage est de découvrir, de chercher et de trouver des anomalies dans ce décor. On se fait prendre au jeu. Nous aussi, on cherche à les voir. Et elles sont assez subtiles, assez bien foutues, pour ne pas toujours être évidentes à trouver. Le fait que le personnage principal tourne en rond dans les mêmes couloirs, avec de légères fluctuations, la mise en scène appuie ça en essayant de reproduire les mêmes plans, axes de caméra, histoire qu'on ait toujours des repères visuels afin de s'amuser à regarder correctement le lieu et de se dire « Ah, j'ai trouvé !» Et pour le coup, ça c'est très appréciable. Un truc intéressant avec la mise en scène et le fait que la plupart du film est en plan séquence, c'est que la caméra n'est pas juste la caméra, mais ça va être notre point de vue à nous, ça nous aide à nous immerger directement dans le film. Comme je le disais avec cette partie ludique, nous aider à nous investir en essayant de chercher les anomalies, et ça va nous aider parce qu'on a vraiment l'impression d'accompagner le personnage et la cruauté de ne pas nous montrer ce qu'on aimerait voir parfois. Pour ce qui est de l'aspect horrifique, le film a deux moments que je considère réellement horrifiques, dans le sens effrayant. Tu as d'abord toute une scène dont l'anomalie consiste à éteindre les lumières, donc le personnage est obligé de s'éclairer à la lumière de son téléphone, et une autre scène, c'est simplement un jumpscare. C'est assez avare en jumpscare, ce qui est plutôt positif. Ça va me permettre de revenir un peu entre la différence entre le cinéma horrifique hollywoodien et japonais. Généralement, la philosophie hollywoodienne, ça va être l'impact immédiat, donc des jumpscares, des monstres, machin, et un principe qui est extrêmement bien traité dans Alien de Ridley Scott, ça va être le principe du caché est plus effrayant que dévoilé, qui est au total opposé du cinéma japonais. Tu prends The Eye, tu prends The Grudge, tu prends Ringu, le japonais, ça va être principalement une ambiance pesante. Tout un décor qui te sert à te renfermer sur le personnage et avec des créatures ou des éléments horrifiques qui sont montrés face caméra. Je pense notamment c'est la créature de The Grudge. Je vais avoir du mal à étouffer mon analyse et notre expertise sans spoiler, donc zone spoiler. Oh là là, c'est le spoil. Donc pour cette partie spoil, on va faire un rapide résumé de l'œuvre en divulgachant. Le personnage principal est dans le métro, et il reçoit un appel de son ex-petite amie,
lui annonçant qu'elle est enceinte et lui demande de prendre une décision, car elle n'y arrive pas, vis-à-vis de cet enfant. Et ça va être le dilemme du personnage pendant tout le film. On va le voir commencer à se perdre, rencontrer des anomalies, jusqu'au moment rencontrer un petit garçon. Un petit garçon qui est piégé, tout comme lui, dans ses couloirs de métro. Une partie très intéressante avec la mise en scène en plan séquence, c'est quand on passe d'un personnage à l'autre. L'un des éléments récurrents de ce couloir, ça va être le passage de ce monsieur, de ce monsieur tout souriant, tout gentil, qui va passer à chaque fois dans le couloir du métro. Quand le personnage principal va rencontrer le petit garçon, il va pointer ce monsieur du doigt, et la caméra, au lieu de rester sur nos personnages principaux, va continuer à suivre l'homme qui marche. On va se rendre compte que lui-même est piégé dans ces couloirs. Au lieu de mettre simplement un panneau de texte disant précédemment, on va lier ça avec l'action. On le voit marcher machinalement de manière robotique et déshumanisée. Une fois qu'il a quitté le couloir, on le voit jubiler d'avoir trouvé une nouvelle salle. Et avec la présence de l'enfant à ses côtés en lui disant « Viens, machin », on comprend qu'on est plus tôt. Tout le dilemme important, en réalité, pour le personnage de l'homme perdu, de savoir s'il veut garder ou non l'enfant. Et pour ça, il se confronte à des éléments de paternité qu'il connaît, qu'il a vus, qui nous ont été présentés en début de film, avec ce fiefé margoulin qui se permet de gueuler sur une pauvre femme et son bébé qui pleure, horrible, et de nous montrer ses doutes. Le seul élément qui va me faire un peu l'effet cheveux sur la soupe, le gamin rencontré dans les stations du métro est présenté comme étant le fils du personnage principal. Une vision future. Et je me demande d'où ça sort. C'est pratique pour faire le lien entre l'homme qui marche et le personnage principal. Le truc, c'est que c'est acté que le gamin s'est perdu. Il raconte qu'il a fui sa mère, qui a été reconnue et par le gamin et par le personnage principal, comme étant la même personne. Le petit garçon raconte qu'il s'est volontairement perdu pour que sa mère vienne le chercher et qu'il ne connaît pas son papa. Et tout ça est une mise en image des peurs du père. Parce que du coup, vu qu'on a axé le fait que ce gamin s'est perdu, qu'il est vraiment là, que le personnage principal s'est perdu, qu'il est vraiment là, en montrant l'homme qui marche, lui là, en tant que, comme qui s'est perdu, qui cherche lui-même à rejoindre son fils, ce petit garçon n'a rien à faire là. Et on comprend via la mise en scène, c'était assez astucieux et j'ai bien aimé la subtilité avec laquelle c'est amené, qu'il a pris sa décision, qu'il allait agir et qu'il allait accepter d'avoir cet enfant. Le truc, c'est que s'il accepte d'avoir cet enfant, imaginons dans un futur machin, ne peut pas exister dans ce truc-là. Le petit garçon ne peut pas être là. Ou alors, le message du film, c'est que, oui, il a pris sa décision, il agit de machin, ok, avorte. Avorte, j'ai changé d'avis, je vais pas m'en occuper de ce gamin. C'est un peu triste, ce qui est dommage, ce qui me laisse un petit goût amer. Tout le film repose sur le thème de la parentalité et de la paternité. L'homme qui marche veut rejoindre son fils et il tombe dans un piège grossier. Et le personnage principal, qui lui suit la voie, tout ça, et accepte de protéger l'enfant et d'essayer de s'en occuper, accomplit son arc narratif, mais il ne devrait pas pouvoir. Il peut pas exister, ça crée une incohérence, ça crée un paradoxe temporel. Ouais, Marty, il faut que tu repartes avec moi. Mais où ça, mec ? Ce petit garçon n'est pas censé être là si jamais le personnage accepte de terminer son arc narratif. Or, dans le film, le personnage principal n'arriverait pas au bout de son arc narratif sans l'enfant. Je vois un peu l'idée de mise en scène, c'est on joue avec cette idée d'homme enfermé dans une boucle, enfermé dans une réflexion profonde et piégé dans une espèce de boucle où son futur probable vient le tourmenter. Le truc, c'est que ça, c'est foiré avec la séquence de l'homme qui marche. Ce qui est gênant parce que, hormis ça, le film est très appréciable. Il est assez contemplatif, on peut profiter à la fois de la technique, des décors et ce côté ludique. Malheureusement, cette incohérence, elle est dommage. Un autre détail qui, je trouve, est une occasion manquée, dès le début du film, on nous présente le personnage principal comme étant asthmatique. Dès l'annonce de son ex-petite copine qu'elle était enceinte, il fait limite une crise d'asthme et a besoin de sa ventoline. Ça aurait pu créer un bon élément horrifique et de tension en le voyant à terme perdre sa ventoline et essayer de gérer ses émotions et les anomalies présentes sans avoir cette aide. Le truc, c'est que ça ne sert pas réellement. On le voit plusieurs fois courir et utiliser sa ventoline. À un moment, il perd sa ventoline et son asthme disparaît apparemment. Son asthme disparaît comme ça. Vous le saurez, hein. Allez dans le métro, vous verrez, ça fait disparaître l'asthme. Tranquille. Hormis ça, j'admets avoir passé un très bon moment devant le film,
Les moments de longueur pour moi étaient assez appréciables, ça m'a permis de me mettre totalement dans l'ambiance. Je recommande le visionnage de ce film. Je recommande totalement. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est le meilleur moyen pour moi d'essayer de me faire un minimum connaître. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!